Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur les antennes de Mikuba Télévision et Mikuba FM pour décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo. Ce vendredi, Politico va revenir notamment sur ce sit-in organisé par l'opposition devant le palais du peuple ce vendredi. Manifestation finie en queue de poisson avec l'intervention musclée de la police nationale. Il y a eu des blessés, notamment Martin Fayoulou et Jean-Marc Aboun. Ces derniers annoncent qu'il y a eu des morts. On n'a pas encore vérifié cette affirmation. Avec mon invité ce soir, on y reviendra. On reviendra aussi sur cette instabilité institutionnelle au niveau des provinces, notamment dans les maniements dans le Kasaï, où le Parlement et l'exécutif provincial à nouveau ne s'entendent pas. Est-ce que cela donne raison au président de la République, à la majorité actuelle au niveau national, de vouloir changer de constitution pour permettre à ce que ce soit le chef de l'État le seul arbitre et le seul à nommer les chefs des institutions provinciaux? On en parlera des institutions provinciales, je voulais dire, on en parlera avec mon invité aujourd'hui, bien sûr. On reviendra aussi sur ce changement ou révision de la Constitution. Le sujet reste d'actualité. C'est d'ailleurs à cause de cela que l'opposition avait décidé aujourd'hui, ce vendredi, pour ceux qui nous regardent en direct, d'organiser une manifestation auprès du palais du peuple. Nous parlerons en long et en large, notamment de la proposition de loi qu'on appelle la loi Chizaou. Il s'agit d'une loi qui devrait faciliter le quotidien des automobilistes. En tout cas, son auteur est notre invité ce soir, Monsieur Axel Chizaouzama. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que nous vous recevons à titre d'analyste politique. Mais avant de parler de votre proposition de loi, des avantages que ça pourrait apporter aux Congolais, parlons d'abord de cette actualité brûlante de ce vendredi, ce sit-in organisé par l'opposition à Kinshasa, qui s'est terminé en queue de poisson, je le disais à l'entame de cette émission. Vous le voyez, il y avait du monde autour du palais du peuple, mais également en face, il y avait une forte mobilisation de forces de l'ordre qui ont empêché les militants des partis d'opposition d'approcher du palais du peuple. Résultat, le siège de l'ECD incendié, le leader de l'opposition Martin Fayoulou et Jean-Marc Aboun blessés, plusieurs blessés aussi parmi leurs militants. Quels commentaires vous avez envie d'émettre tout de suite? Eh bien, je dirais l'article 23 de la Constitution parle de la liberté d'expression. Ça veut dire qu'il y a un camp dans notre pays qui refuse quelque chose ou qui veut exprimer son opinion. Je pense que les forces de l'ordre devraient nécessairement accompagner cette marche. Au lieu de refuser, il fallait l'accompagner. Et la loi dit qu'il faut refuser s'il n'y a pas de bonnes mœurs ou il y a par exemple trouble à l'ordre public. Est-ce que la marche de l'opposition a créé un trouble à l'ordre public? Je ne pense pas. Non, je suis un peu déçu. Et je pense que ce sont des images qui passent à travers le monde et le monde nous regarde. Et aujourd'hui, est-ce que l'international dit que dans la République démocratique du Congo, il y a la liberté d'expression? Est-ce que les opposants sont marginalisés? Est-ce que les opposants ça renvoie une mauvaise image du pays? Une très mauvaise image du pays. Félix Tshisekedi a plutôt une opinion positive au niveau international. Sa parole est entendue. D'ailleurs, vous avez vu que la plupart d'opposants qui essayaient de les déstabiliser au niveau international ont fini soit déçus ou sanctionnés. Joseph Kabila, d'ailleurs, a été sanctionné par les États-Unis. Kagame a été décrédibilisé au niveau international parce que justement Félix Tshisekedi a une bonne opinion au niveau international. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui se passe, la communauté internationale va changer d'opinion face à Tshisekedi? Eh bien, ouais, personnellement, oui. Je pense qu'il fallait qu'il continue sur cette lancée et en laissant les autres s'exprimer librement. Nous sommes déjà à la fin pratiquement du deuxième mandat du président de la République. S'il y a un camp qui refuse, qui font sit-in
proprement, sans pour autant troubler l'ordre public. Très honnêtement, je pense qu'il fallait que la police encadre cette population au lieu que ça finisse en bain de sang, ce qui est inacceptable. Et pour moi, ça envoie une très mauvaise image de notre pays, ce qu'il faut éviter à ce jour. Voilà. Oui, la police est intervenue parce qu'elle a reçu l'ordre du gouvernement provincial de Kinshasa qui avait interdit cette manifestation de l'opposition. En tout cas, le jeudi, ils n'ont pas pu se mettre d'accord pour recevoir l'autorisation de manifester ce vendredi. La police était dans son droit de pouvoir empêcher que ces militants et leurs leaders approchent des sièges des institutions, une des plus importantes institutions qui est le Palais du Peuple. Oui, déjà quand on parle du Palais du Peuple, c'est notre palais à nous, c'est pour le peuple. Donc aujourd'hui, si un camp demande une manifestation et que les forces de l'ordre ou le gouverneur de la ville de Kinshasa pense que c'est pas opportun, il faut donner des bonnes raisons pourquoi vous refusez que la manifestation ait lieu. Mais de l'autre côté, quand on refuse que ça se passe, de l'autre, il faut aussi que les opposants se disent quelles sont les mesures de protection que nous pouvons rencontrer sur le chemin. Mais en même temps, la police est quand même au-dessus de tout ça. La police devrait encadrer. C'est vrai qu'on a refusé que la manifestation ait lieu. Vous encadrez, vous dites calmement que c'est bon, il y a un refus, au lieu d'arriver à des morts. Vous trouvez que la police a eu un penchant? Je ne dirais pas ça, mais la police devrait jouer son rôle. Quel est le rôle de la police aujourd'hui dans ces genres de manifestations? C'est de dire, ok, nous encadrons la population, la manifestation a été refusée et vous rentrez chez vous. Mais quand la police doit attaquer... Mais quand il y a résistance quand même, c'est pour ça qu'il y a eu usage de gaz lacrymogène. Martin Fayoulou dit qu'il y a eu 2 morts. Nous, en tant que journalistes, on peut confirmer qu'il y a eu des blessés, notamment lui-même, Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabound. Mais Fayoulou dit qu'il y a eu des morts. Si cela est confirmé, est-ce qu'il faut qu'on aille en justice pour trouver des coupables? Eh bien sûr, parce qu'il y a des morts. Est-ce que les têtes doivent tomber? Bien sûr, bien sûr. Laquelle? Quelle tête doit tomber? Déjà, très honnêtement, je pense que les forces de l'ordre, il faut revoir. Aujourd'hui, nous avons la technologie, il faut revoir les images. Est-ce qu'il y a eu vraiment résistance? Est-ce que c'est venu du côté de la population? Est-ce que c'est venu du côté de la police? Et après, ceux qui maîtrisent ces genres de situations peuvent dire que voilà, la balle est de l'autre côté et qui peut être réprimandé dans ce genre de choses. Mais ce qu'il faut, c'est que quelqu'un doit payer pour ce qui s'est passé. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, mais avant ça, il y a eu refus pour que la manifestation soit accordée. Mais pourquoi ils sont partis pour manifester quand même? Au-delà de tout ça, c'est notre... Les responsabilités sont partagées, vous pensez? Je pense. C'est partagé. C'est pour ça qu'il faut revenir. L'opposition, en tout cas, dit qu'au regard de la Constitution, il n'avait pas besoin d'autorisation du gouvernement. Vous-même, vous l'avez dit ici en citant l'article 23 de la Constitution, ils n'étaient pas obligés de suivre le refus du gouvernement étant donné que la liberté de manifestation étant garantie par cette constitution que l'on veut changer. Mais elle est encore en vigueur. Ils se sont dit, ils sont en droit d'y aller. Eh bien, ouais, c'est pour ça que quand on parle de l'article 23, à la fin, il y a les bonnes mœurs et le trouble à l'ordre public. Est-ce qu'on a troublé l'ordre public? C'est peut-être pour ça que la police a intervenu. Mais s'il n'y a pas eu trouble à l'ordre public, à ce moment-là, la police est en tort et quelqu'un doit payer pour ça. Ouais, donc on va laisser la police et la justice faire des enquêtes. On espère qu'il y aura une suite judiciaire allant dans un sens ou dans un autre. Est-ce que vous pensez que cette fermeté du régime en place va occasionner l'union des oppositions? Il y a l'opposition militaire à l'Est, l'opposition en exil et l'opposition au pays. Eh bien, il faut que, moi je suis ni de l'opposition ni de la majorité, mais je pense que pour une bonne organisation, les opposants devraient se mettre ensemble pour être forts. Parce que s'ils ne sont pas à mesure de réunir plus du monde, plus de têtes, plus de leaders autour d'un même objectif, je pense que ça ne sera pas possible d'atteindre les objectifs. Et très honnêtement, je pense qu'ils devraient se mettre ensemble, prendre des bonnes décisions, travailler pour l'intérêt de la population et espérer un avenir meilleur pour notre pays. Oui, ma question c'était cette manière de faire du Tshisekedi et de
du pouvoir public, pour ne pas personnaliser le débat. La réaction musclée, on l'a vu. Le passage en force de la loi référendaire au niveau du Parlement, malgré le boycott de l'opposition qui a quitté l'hémicycle. Est-ce que cela va pousser l'opposition à coaliser? Est-ce une motivation suffisante pour pousser toutes les oppositions à coaliser? Non, vous savez, l'opposition devrait non seulement se mettre ensemble parce qu'elle a été forcée ou refusée de passer à une manifestation. L'opposition devait se mettre ensemble pour l'intérêt de la population. S'il y a des choses qui ne marchent pas de l'autre côté... Est-ce que l'opposition est dans l'intérêt de la population? Là aussi est toute la question. Effectivement. Est-ce que ce qu'ils font, leurs revendications, vous êtes un acteur politique, je le disais tout à l'heure, analyste politique, est-ce que c'est que les revendications de l'opposition sont dans le sens du bien-être de la population, ou bien on cherche aussi toujours l'intérêt personnel? Je rappelle que l'actuel président de la République fut opposant et avait des multitudes de revendications au nom de la population. Est-ce que maintenant qu'il est au pouvoir, est-ce qu'il réalise ce qu'il revendiquait quand il était à l'opposition? Je reformule ma question pour ne pas vous éloigner. Est-ce que ce que revendique l'opposition est dans l'intérêt de la population? Est-ce que c'est sincère? Eh bien, sincère, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de la population? Oui. Parce que déjà, pour commencer, quand on parlait de la révision de la Constitution, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on parle du 3e mandat du président de la République. Malheureusement, c'est des choses qui sont verrouillées dans l'article 220. Donc, c'est pour le bien de la population. Mais est-ce que c'est sincère? Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient dans l'opposition. Ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, à un moment donné, ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant qu'ils étaient au pouvoir? Et ce sont des questions qu'il faut que chacun se pose. Mais moi, je vais très loin en disant qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est chacun. C'est chaque Congolais qui doit d'abord commencer par créer son propre développement. Je veux développer mon pays, ça veut dire que je développe mon quartier, mon avenue, ma commune. À mon niveau, qu'est-ce que je fais pour parler du développement de mon pays? À ce moment-là, on sera plus nombreux à demander le développement de notre pays et peut-être qu'on peut se concentrer sur les intérêts de la population même. On va parler dans un instant de la fameuse loi sur le référendum qui est à l'origine de tout ce qui se passe ce vendredi. Mais d'abord, quelle est votre opinion par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce qu'on se dirige droit dans un mur? Quand on voit dans quel état se trouve le pays maintenant, l'opposition commence à faire des manifestations, le pouvoir résiste, il y a des blessés, en tout cas il y a des dégâts matériels. On a vu le siège de l'ECD en feu. On ne sait pas ce que les militants de l'ECD pourront faire demain contre ceux qu'ils accusent d'être auteurs de cet incendie. Est-ce que vous pensez que tout ça n'est que temporaire, ça va passer, on va retrouver le calme, ou bien on va droit dans un mur? Je suis trop optimiste. Je crois que la population, petit à petit, est en train de devenir mature, dans le sens où on prend des bonnes décisions pour l'intérêt de notre pays. Mais est-ce qu'on va droit dans les murs? Si ça continue comme ça, le camp de la majorité, effectivement, va droit dans le mur, parce que au lieu d'encadrer, au lieu de gagner par des voies légales, vous voulez aller à côté, à l'encontre même de la Constitution, à l'encontre des lois du pays. Et ça, c'est pas une bonne image. Non seulement pas une bonne image, mais aussi ça va retourner le pays dans le passé. Aujourd'hui, regardez déjà ce qui se passe à l'Est, c'est inacceptable. Et si, même dans la capitale et en province, partout il y a un semblant de paix, qu'il y ait ces désordres-là, et ça sera de la catastrophe, et on risque de revenir en arrière. On a eu déjà l'alternance une fois dans notre pays, ce qui est quelque chose de très louable. Il faudrait que ça se passe en 2028 et évoluer dans ce sens-là. Aujourd'hui, ici, les États-Unis, la France, ils disent vieille démocratie, c'est qu'ils sont passés par tout ça. Et une fois commencé, ils ont pris l'élan et ils ont évolué. Nous avons commencé, il faudrait qu'on continue. Et si ça commence déjà comme ça, à la veille des prochaines élections, je pense que c'est très compliqué pour notre pays. C'est très compliqué. Mais je reste très positif, je pense que ça va s'arranger. Vous êtes optimiste et vous pensez que ces passagers, on va finir par s'entendre. Pourtant, la majorité au pouvoir n'a pas envie d'entendre ce que dit l'opposition. En tout cas, la question du dialogue, elle est rejetée du revers de la main. Le président de la République dit à qui veut l'entendre qu'il est pour le dialogue, mais il l'a dit à son dernier point de presse,
dialogue pour obtenir quoi? Ouais. Il veut avoir des garanties qu'une fois qu'on va dialoguer, il y aura la paix, il y aura le développement. Est-ce qu'il est en position de demander cette garantie à l'opposition? Eh bien, parce que c'est un Congolais aussi, et bien sûr étant président de la République, mais il a la possibilité de demander ces garanties parce qu'il y a une partie déjà qui est occupée par l'opposition militaire, et donc il faut qu'il ait des garanties. Mais en même temps, quand on dialogue, la bonne question c'est que le président se pose aussi. On veut dialoguer pour avoir quoi? L'opposition, quand on fait des revendications, c'est pour avoir quoi? Nous, la population, aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Demain, quel est notre avenir? Qu'est-ce que nous allons léguer aux prochaines générations? Chacun se pose ces genres de questions. Si l'intérêt au centre, l'objectif, c'est de donner un développement à notre pays, l'intérêt de la communauté congolaise, mais je pense que ça va. Il faut continuer dans ce sens-là. Mais malheureusement, il y a toujours un camp qui veut rester au pouvoir. C'est vrai que dans des partis politiques, c'est avoir le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce que vous faites pour la population? Mais est-ce que vous le faites légalement? On va aux élections. À un moment, je me demandais même d'ailleurs pourquoi on va dialoguer. On se bat pour récupérer la partie Est qui est sous occupation. On a tout un pays réunifié. Et puis on va aux élections en 2028. Il y a un prochain président qui arrive. Il y a un nouveau plan. Et puis on évolue. C'est aussi simple que ça. Ok, mais voilà. L'opposition rétorque que, évidemment, si on se retrouve aujourd'hui dans les difficultés avec la partie Est occupée par l'agresseur, mais c'est parce que c'est lui qui est censé sécuriser les pays, c'est le président de la République. Il a juré pour le faire et il a failli. S'il n'est pas apte, il peut laisser la place à un autre Congolais qui peut ramener la paix au lieu de vouloir s'éterniser au pouvoir. Eh ben, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord. De toute façon, le président, c'est un bon président qui connaît la Constitution, qui sait qu'il y a des articles qui sont verrouillés avec l'article 220. On ne peut pas modifier le nombre de mandats qui est vraiment verrouillé à 5 ans renouvelable une fois. Après 10 ans, il faut qu'il y ait un autre président. Si le président de la République n'a pas su maintenir la paix à l'Est, je suis sûr qu'il a un bon dauphin qui, à son niveau, peut reprendre les choses en main et trouver la paix, ce que la population demande. Pour finir sur cette question, très rapidement, juste une confidence que j'aimerais que vous me fassiez. Quand vous regardez la majorité actuelle au pouvoir, est-ce que vous y voyez un dauphin, un successeur, un digne successeur à Félix Tshisekedi? Quelqu'un capable de ramener la paix après lui? Eh bien, c'est une question très difficile. Il y a des noms, hein. Il y a Augustin Kabouya, il y a professeur Mbata, le chevalier du changement de la Constitution. Vital Kamerhe est déjà mis à deux côtés. Bati non plus, parce qu'il a été, on va dire, défenestré après avoir émis une position contraire au changement de la Constitution. Bref, les noms qui sortent du lot, peut-être le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat? Oui, mais en même temps, c'est du pouvoir discrétionnaire du président de la République de nommer un dauphin. Je suis sûr qu'en dehors des noms que vous venez de donner, il y a des vrais Congolais, des vrais patriotes qui sont non seulement de la majorité, mais aussi de l'opposition ou même de la société civile, des gens capables de prendre des décisions aujourd'hui et de faire en sorte que le Congo décolle et parle du développement. Peut-être défermer aussi que Félix Tshisekedi, évidemment. Ouais. On change de sujet, mais on va rester sur le même carnet. Concernant maintenant, on en parlait tout à l'heure en passant, la loi référendaire. Ouais. Cette loi, est-ce le premier pas vers le changement de la Constitution? En tout cas, c'est ce qui motive la colère de l'opposition. Parce que selon elle, dans cette loi, il y a des prérogatives qu'on donne au président de la République qui ne lui sont pas conférées par la Constitution. Donc en clair, cette loi vient créer des pouvoirs qui ne sont pas, qui sont contraires à la Constitution. Est-ce que c'est votre opinion? Est-ce que vous pensez que cette loi sur le référendum est le premier pas vers le changement de la Constitution? Normalement, on ne parle pas du changement de la Constitution. On parle de la révision de la Constitution. Okay. C'est là même qu'il y a un problème. S'il faut réviser la Constitution, le camp qui veut réviser la Constitution devrait nous dire clairement quels sont les points à changer ou à réviser. Alors, la question aujourd'hui que moi aussi je pose à toute la partie qui veut réviser, quel est le problème
Quelle est la solution qui n'a pas été trouvée parce qu'il y a ce problème-là, c'est ces points-là qui bloquent? Quels sont les points de la Constitution qui bloquent le développement de notre pays? Quels sont les points qu'il faut réviser qui vont faire en sorte que notre pays se développe sur les 2 ans qui restent pour la fin mandat du président de la République? Si la population ne se retrouve pas dans ça, je crois que c'est là qu'il y a des frustrations. Le président, selon moi, si j'étais son conseiller, je dirais préparez la révision de ce que vous voulez, mais que ça commence au début du mandat en 2029, avec un nouveau président qui va continuer avec votre programme. Regardez, quand on a fini avec le président, l'ancien président Kabila, il nous a donné la loi sur les 3% de la, pour les mines. Le code minier. Le code minier. C'était un très bon cadeau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le trésor public, qui touche les populations parce qu'il avait eu cette idée. Le président aujourd'hui, le président Tshisekedi, peut avoir la même idée pour améliorer les choses, mais est-ce que c'est une priorité tout de suite là? Pour organiser le référendum, ça va demander beaucoup de moyens. Est-ce que la RDC a aussi beaucoup de moyens pour organiser des référendums qui vont juste justifier à réviser quelques articles? Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur les embouteillages qu'il faut gérer, la bouffe qu'il faut avoir, les routes qu'il faut construire, l'éducation qu'il faut revoir. Il y a autant de priorités et qui demandent de l'argent. Pour aller au Kasaï aujourd'hui, pour remettre le courant là où il faut, est-ce qu'il faut réviser cette constitution? Est-ce que c'est une priorité? Je pense que c'est bon de réviser si c'est pour l'intérêt de la population, mais il faut le faire au début du mandat qui va commencer en 2029 avec un nouveau président. Vous pensez qu'il n'y a pas de priorité, pourtant le président de la République a été clair, et le discours public du parti au pouvoir, l'UDPS, et même de l'Union sacrée, tous les leaders de l'Union sacrée, ils sont très clairs. Cette constitution, on va y toucher. Kabila l'a touché en 2011, nous allons tout balayer, nous allons tout enlever. Le président de la République a d'ailleurs été clair en disant, pour le 3e mandat, si le peuple le veut, je suis partant. Les objectifs sont donc bien clairs. Tshisekedi ne se cache pas, il veut bien être au pouvoir. Il a d'ailleurs dit, s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas d'élection en 2028. Donc, vous dites que ce n'est pas une bonne idée, pourtant les forces en présence, c'est pas opportun, pourtant les forces en présence veulent y aller jusqu'au bout. Quelles conséquences par rapport aux partis occupés? Eh bien, déjà, quand il y a des partis occupés, si de l'autre côté, où nous vivons encore dans la République démocratique du Congo, si on dit qu'on change ou on révise ou on change la Constitution, et de l'autre côté, ceux qui ne vont pas voter le référendum, quel sera le sort de ce côté-là? Ils peuvent dire, aujourd'hui, nous nous sentons évincés de la République, et ils peuvent faire des choses de leur côté. Ce qui ne sera pas bien, on va parler de la balkanisation, ce qui n'est pas bien. Le Congo reste un et indivisible. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de se battre pour récupérer cette partie, et s'il faut faire des référendums, on le fait. Il y a des frustrations à la fin du mandat du président. Le prochain président qui commence, il commence avec des points où la population se dit, ok, on va réviser quel point qui va nous amener au développement. Parce que c'est moi, mon problème, c'est que qu'est-ce que le gouvernement fait et qu'est-ce que l'intérêt et qu'est-ce que la population gagne dans tout ça? Pour finir, et qu'on parle maintenant de la loi Tchizaou, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé cette semaine, notamment la semaine passée aussi, la ville morte qui a réussi de l'opposition, et le sit-in aujourd'hui, on va dire que ça a réussi parce que du point de vue de l'opposition, étant donné que la majorité ou le pouvoir a réagi avec force, c'est qu'ils y étaient en nombre. Est-ce un message de la population à Tshisekedi qui attendait que cette population lui accorde un nouveau mandat? Un message aussi clair, Et le président, je crois qu'il le sait, et il se dit, voilà, de toute façon, le président, il connaît la Constitution. Même s'il a dit, si la population me donnait, moi je pense que c'était une façon de parler pour amuser la galerie, parce qu'il est aussi très cool, le président. C'était juste une façon de parler parce qu'il sait que même si la population demandait, la loi l'interdit, et je le connais, il connaît la loi, il va respecter la loi, et il ne va pas faire un 3e mandat. Très bien. Parlons à présent des intérêts de la population. Je disais, en tant qu'acteur politique, vous avez
initié une loi. Vous avez proposé une loi que vous appelez loi Chizaou. Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi, cette proposition de loi? Eh bien, aujourd'hui, nous avons remarqué que pour avoir les documents des véhicules, les documents de bord, c'est une tracasserie, il faut faire des deals, c'est les avoir dans beaucoup de bureaux. Et pour rapprocher la population de l'administration, nous proposons aujourd'hui une loi qui veut que les documents des bords soient reçus dans un guichet unique. Au lieu de payer à gauche, à droite, nous avons un seul bureau avec tous les services là-dedans. Quand on arrive, on paye à moitié prix et on a tous les documents au même moment. Donc, de l'autre côté, on demande que les prix soient réduits à la baisse. De l'autre côté, on veut que ces documents soient achetés à un seul endroit pour faciliter la tâche. Et donc, avec ça, nous aurons plus d'argent dans la caisse du Trésor public parce qu'il y aura beaucoup de monde qui vont payer et il y aura plus de facilité à obtenir ces documents du côté de la population. Tout le monde est gagnant. À partir de quel constat êtes-vous parti pour faire les propositions que vous faites aujourd'hui? Est-ce que ce qui est mis en place ne marche pas bien? C'est-à-dire que l'état des lieux actuel, est-ce que ce n'est pas bien comme c'est? Non. Parce que, regardez, quand on dit il y aura, on donne une date pour les recouvrements forcés. Pourquoi on doit faire des recouvrements forcés? Parce que, premièrement, le gouvernement se dit qu'il n'y a pas assez d'entrées. Bien sûr. Et pourquoi il n'y a pas assez d'entrées? Parce que la population se dit que les documents coûtent cher. Et quand il y a recouvrement forcé... Comment vous savez que la population ne paye pas dans le temps parce que les documents coûtent cher? Eh bien, parce que je suis moi-même usager de la route, j'ai un véhicule, quand je vais payer, je pense que c'est cher, je trouve que c'est cher, et même quand je regarde, mon rôle aujourd'hui aussi, c'est de regarder tout ce qui se passe dans la population. Je suis un analyste politique, je suis aussi un peu acteur politique, c'est que je trouve des problèmes dans le pays et je propose des solutions. Et dans la proposition de solutions aux problèmes qui touchent notre pays, j'ai trouvé aujourd'hui qu'il fallait trouver une solution à ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont en route sans être en ordre. Ce qui fait que l'État n'enregistre pas d'entrée dans le trésor public. Et même ceux qui sont en route, il y a beaucoup de tracasseries. Il y a des PCR qui vont arrêter les gens. La population qui ne sait même pas quand est-ce qu'il faut payer et où est-ce qu'il faut payer et combien il faut payer. Tout ça, on va en parler. Et tous ces problèmes, je pense que très honnêtement, pour avoir la fluidité, pour avoir la facilité, il faut juste réduire le prix des documents de bord et les payer à un seul endroit. Comme ça, quelqu'un ne va pas dire « j'ai payé la vignette, mais je n'ai pas le contrôle technique. J'ai payé le contrôle technique, je n'ai pas la vignette. » Non, non. On paye tous les documents à un seul endroit, à un bon prix. Facile pour tout le monde, gagnant-gagnant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque d'avoir l'effet contraire? Aujourd'hui, le fait qu'il y ait une forte pression fiscale sur les utilisateurs des automobilistes, ben, ça fait en sorte qu'il y ait moins de possibilités d'avoir un véhicule et de circuler avec. Si demain, ça devient facile, d'abord déjà avec l'importation, les véhicules de seconde main, ce sont les seuls qui circulent, en tout cas la majorité qui circulent au pays. Si côté fiscal, on facilite aussi les choses, nous qui sommes dans un pays où il n'y a pas de route, est-ce qu'on ne risque pas d'étouffer la circulation et d'avoir un effet pervers par rapport à la réalité congolaise? Non, mais déjà, il y a beaucoup de véhicules qui circulent sans documents. Et aujourd'hui, ce que nous proposons aussi à côté de cette loi, c'est que le gouvernement nous dise ce qu'il fait avec notre argent. Parce que si cette loi passait... C'est dans votre proposition? Oui, il y a un guichet unique. Ça veut dire que l'argent sera tracé. On sait combien d'argent entre dans la caisse et le gouvernement doit nous dire ce qu'il fait avec notre argent. Par exemple, il faut arranger les routes. Alors, dites-nous sur l'année combien vous avez eu, ce que vous avez fait avec cet argent. Mais ça existe déjà. Mais parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans la caisse. L'argent qui rentre pour la vignette, c'est ça qui va à la construction de routes, c'est dans le budget. Il n'y en a pas assez. Et le budget, c'est l'Assemblée provinciale qui contrôle. Donc ce contrôle-là du peuple existe déjà dans les textes en vigueur. Qu'est-ce qui ne marche pas que votre proposition de loi va corriger? Ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de gens
quand vous regardez, déjà le constat qu'on fait quand on rencontre, quand on dit à telle date, il y aura recouvrement forcé. Déjà, quand on dit recouvrement forcé, ça veut dire que vous forcez des gens qui circulent sur les routes, mais qui n'ont pas payé. Et alors, la loi Chizaou veut faire en sorte que ceux qui devraient payer par force payent normalement. Et qu'est-ce qui bloque les populations? C'est que je n'ai pas assez d'argent. J'ai un petit taxi qui fait rentrer 20 000 francs, 30 000 francs par jour, mais on me demande de payer 500 $ pour avoir tous les documents. C'est beaucoup. On me demande de payer 300 $ et on me dit que je vais les payer à un seul endroit. Ça facilite les choses et c'est plus simple. Dans la caisse, il y a beaucoup d'argent. Les gens qui vont payer, ils payent normalement parce que, mine de rien, les automobilistes circulent. Payés ou pas, il y a des gens qui circulent sans documents, ils donnent de l'argent au PCR et ils passent. Donc même si vous refusez que cette loi, dans le sens où il faut faire passer, c'est officiel que les gens circulent sans payer. Sans payer et sans documents. Et nous, on propose que les gens circulent après avoir payé. Ils payent à moins cher, c'est tout. Les documents de bord en question que vous voulez mettre dans un seul guichet unique, on paye une fois, on a tous les documents. Oui. Mais est-ce réaliste? Les documents de bord, c'est quoi? On a la carte rose, on a la vignette, on a le contrôle technique, stationnement, assurance, etc. Est-ce que ces différents services peuvent être unifiés? Ah oui. Ah oui, ils peuvent être unifiés. Aujourd'hui, on a la technologie. Et même s'ils ne sont pas unifiés, mais on peut les avoir à un seul bureau. Par exemple, on vient ici, dans ce bureau, il y a déjà tout le monde. Moi, j'ai eu mon permis de conduire. Je l'ai eu à un seul bureau. J'entre, j'ai tous les services. Ceux qui font les tests, la banque est là, de l'autre côté. Il y a tous les services là-dedans. Et ça peut se faire comme ça. Vous prenez la vignette, on va l'avoir où? Contrôle technique, on va avoir ça où? Assurance, on va avoir ça. On met tous les gens ensemble et quand je viens, c'est un percepteur qui arrive, je paye, il prend mon argent. De l'autre côté, à l'intérieur, ils peuvent se distribuer cet argent. Comme ça, on a la facilité d'avoir le document au lieu d'aller à des endroits différents. Mais s'il y a autant de taxes, c'est autant d'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Oui. Est-ce qu'en réduisant cet argent, ces taxes, on ne va pas perdre au niveau du budget national, le même au niveau du budget provincial? Aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir un budget de plus de 20 milliards de dollars au niveau national. Ouais. En province, on est dans les 1 milliard l'an. Est-ce que si on réduit les sources de revenus du pays, de l'État, au finish, c'est l'État qui risque de ne plus avoir de moyens? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on donne un exemple. Il y a 10 000 véhicules sur Kolwezi. Mais sur les 10 000, il n'y a que 2 000 qui payent normalement. Donc si on réduit le prix, il y aura 10 000 ou 9 000 qui vont payer. Ça veut dire plus d'argent dans la caisse de l'État. On réduit, de l'autre côté, il y a plus du monde qui paye et c'est facile. Je pense que cette loi va permettre qu'il y ait plus d'argent dans la caisse de l'État et de l'autre côté, plus de contrôle sur ceux qui ont des véhicules et qui sont en route. Multiplier les contributeurs, même si les contribuables plutôt, même s'ils contribuent avec peu d'argent. Oui. C'est votre logique. Exactement. Peu d'argent, mais on va payer à un bon nombre. Okay. Parce que si on est 2000, on paye 500, vous voyez le montant, mais si on est 10 000, on paye 300, on a plus d'argent dans la caisse de l'État que si on était à 2000. Réglons d'abord une question principale. Vous n'êtes pas député. Non. Au nom de quoi et à quel titre vous vous attribuez ces rôles de proposition de loi? Eh bien, la Constitution permet que chaque Congolais qui trouve qu'il y a une loi à proposer ou une amélioration à faire quelque part, il peut le faire. Mais après, il faut avoir un député qui peut porter cette loi. Et donc aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a très longtemps, nous avions parlé du numéro vert de la police. C'était pas accessible à tout le monde. Les gens ne connaissaient pas le numéro vert de la police. Mais nous, comme je l'ai dit en début de l'émission, nous remarquons qu'il y a des problèmes. Au lieu de le dire juste comme ça, parce qu'il y a des gens qui passent juste pour critiquer, au lieu de critiquer, nous proposons des solutions. Alors dans notre proposition de solution, nous pensons que c'est aujourd'hui impératif
de trouver une solution sur ce problème. Et c'est un problème qui touche tout le monde. Et ceux qui sont dans le gouvernement et ceux qui sont de l'autre côté, du côté de la population, si chacun se retrouve en train de respecter la loi, en train de payer à moins cher, il y aura plus d'argent et ça va être facile pour tout le monde. On va détailler dans un instant les innovations que vous proposez dans votre loi, mais d'abord, votre qualité des citoyens qui proposent une loi. Quelle est la démarche exacte à suivre et vous en êtes à quel niveau? Eh bien, nous travaillons déjà sur le draft, presque prêt. Nous sommes déjà à la fin. Et la démarche à suivre, c'est de se rassurer que tout est OK, tout est normal. On va chercher un député. On va discuter avec lui. On sait la fondation Axel Zama. Ah, c'est une proposition de votre fondation? Exactement. OK, c'est bon. Voilà. Et une fois trouvé un député, on discute avec lui. S'il marche selon notre volonté, on lui donne la loi, le projet de loi qu'il propose, et après, c'est l'Assemblée... la loi va garder votre nom ou ça portera le nom du député qui va prendre ça? Le plus important pour moi, c'est que la loi passe. Avec mon nom ou pas, il faut que la population paye à moins cher et que dans la caisse du trésor public, il y ait plus d'argent et que le gouvernement, l'exécutif nous dise ce qu'il fait avec notre argent. Quelle garantie vous avez que ça va finir par passer? On se souvient de la loi Tiani, la loi de père et de mère. Ça avait fait beaucoup de buzz, on en a parlé partout. Il y avait même des députés qui s'étaient proposés pour la porter au niveau de l'Assemblée nationale parce que lui-même Tiani n'était pas député national. Finalement, ça a été classé sans suite. Vous, quelle garantie vous avez que votre loi arrivera jusqu'à être promulguée par le chef de l'État? Eh bien, comme je vous l'ai dit à un moment, je suis optimiste. Je n'ai pas de garantie, mais je suis sûr que cette loi touche tout le monde. Même les autorités, aujourd'hui, elles se disent, mais il y a quelque chose là-dedans, on peut profiter parce que moi, je leur propose d'avoir plus d'argent. C'est tout ce que les autorités veulent. Et la population, de payer à moins cher. C'est ce que moi, je leur propose. Je pense que d'un côté, c'est bon, et de l'autre côté aussi. C'est qu'il n'y a pas de garantie à 100%, mais c'est pour l'intérêt de la population et même l'intérêt du gouvernement, je pense qu'elle devrait passer. Dans un pays où ce sont les intérêts politiques qui sont mis en avant, vous avez vu, par exemple, là, c'est la loi référendaire qui est mise en avant et qui est passée très vite. On en a parlé en première partie de l'émission. Toutes les lois à caractère social sont presque mis en berne. Est-ce que vous pensez que la majorité actuelle peut avoir envie d'examiner votre loi même si vous trouvez un député? Même alors, il faut que la jeunesse, je compte sur la jeunesse, consciente. Vous comptez faire des marches aussi, des sit-in? Espérons qu'il n'y aura pas de répression. J'espère qu'il n'y aura pas de répression. Ouais. Aujourd'hui, la jeunesse, est-ce qu'on a un mot à dire? Parce qu'une loi comme ça, la majorité, l'opposition, société civile, tout le monde se retrouve. Et quand tout le monde se retrouve, tout le monde devrait porter cette loi. Moi, je pense qu'on devrait même créer un truc imaginaire, disons, l'Assemblée nationale, pouf, tout le monde, tous les députés, 500 députés d'accord sur cette loi et ça passe automatiquement parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Et ce n'est pas seulement l'intérêt de la population, on va dire on diminue le prix et ça va, il n'y a pas assez d'argent dans la caisse du trésor public. Tout le monde est gagnant dans cette loi. Et je pense que la jeunesse devrait saisir cette opportunité pour prendre ça et changer les choses. Est-ce que la jeunesse a un mot à dire aujourd'hui? C'est pour ça que nous devons nous mettre ensemble. C'est pour ça que la jeunesse devrait se dire aujourd'hui, nous devons léguer quelque chose aux prochaines générations, en commençant déjà par la loi Chizao. Vous qui trouvez normal que les opposants aillent se mettre devant le Parlement, brûlent, etc., est-ce que vous pensez que c'est une position suffisamment motivante pour les gens de la majorité à soutenir votre proposition de loi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, les gens de la majorité ne pas soutenir la loi Chizao, je pense qu'ils ont un problème. Parce qu'ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des véhicules privés qui devraient payer les taxes normalement. Et moi, je leur propose de payer à moins cher. Ça veut dire que s'ils refusent, ils ne sont pas objectifs. C'est juste ça. Cette loi, si elle ne passe pas, en tout cas, ça veut dire que ceux qui on a connu des propositions de loi de bonne foi comme celle-ci. On se souvient tous de la dot à $500.
Tout le monde veut bien épouser, tout le monde veut bien un mariage moins cher, mais c'est allé nulle part cette loi, cette proposition de loi-là. Ouais. Donc vous voyez que dans le fond, ce n'est pas parce que c'est beau que forcément que ça va passer. Non, mais parce que ce n'est pas parce que c'est beau, mais par contre parce que c'est l'intérêt de tout le monde à l'intérieur. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais ben ouais, moi je suis, admettons aujourd'hui les députés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des véhicules. Ils ont des bus dans les transports. Ils seront contents, même si eux ils touchent un peu plus que les autres, mais ils seront contents que ça soit un peu moins cher quand on doit retrouver les documents. Ils ont des petits confiants qu'ils envoient pour aller acheter les documents à gauche à droite. Et aujourd'hui je suis fatigué, j'ai payé d'abord le contrôle technique, demain je vais aller payer la vignette. Et après demain il y a la pluie, après recouvrement forcé, après on ne sait pas avancer pour amener les enfants à l'école. Et toute cette tracasserie, et ben avec cette loi, il n'y aura pas tout ça, et ben c'est pour l'intérêt communautaire. Sur les routes congolaises, il y a beaucoup de problèmes. Et le plus grand problème, ce sont les embouteillages. Est-ce que votre loi, votre proposition de loi, vient régler une partie de ce problème ou ce problème? Oui, déjà, on a commencé, avant de vulgariser le projet de loi pour créer un guichet unique, on a commencé par proposer des choses pour résoudre les embouteillages. Déjà en commençant par respecter le code de la route. Est-ce que la population respecte le code de la route? Moi, j'ai vu des gens passer à des feux rouges comme ça, sans être inquiétés. Eh bien, je me dis, est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il ne pense pas qu'avec une minute d'inattention, une petite seconde d'être pressé, tu peux perdre ta vie, accident, et après, ça va dans tous les sens. À qui la faute? Qui devons-nous conscientiser? Partager. Est-ce l'État ou l'usager? On commence avec l'usager de la route. Moi, je conduis, je suis à un feu rouge, je m'arrête. Mais en même temps, est-ce qu'il y a assez de feux rouges, de feux de signalisation dans notre pays ou dans notre ville? Si on doit parler d'abord de Kolwezi aujourd'hui. Il n'y en a pas assez. Il y en a, mais ça dysfonctionne à peine installé. Voilà. Récemment, on en a installé, même au niveau de Mariapolis. Oui, malheureusement, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc, comment est-ce que maintenant, on va régler le problème d'embouteillage? Que dit votre proposition par rapport à ça? Il faudrait que le gouvernement, il faudrait que l'exécutif s'y penche. On met plus de feux de signalisation, on fait respecter cette loi, on met des agents de l'ordre d'abord, et après, chacun se dit, quand je marche, quand je conduis, il faudrait que je respecte ces feux-là. Et en même temps, il y a un problème avec le feu de signalisation de Kolwezi. Par exemple, si vous allez au gouvernorat, vous quittez Mwangeji pour aller sur la route nationale. Oui, RN 39. 39. Avant d'aller vers le gouvernorat, c'est un feu vert à sens, si je peux appeler sens unique. Ça veut dire, quand c'est vert, vous allez directement. Ouais, vous ne pouvez pas tourner. Vous ne pouvez pas tourner. Quand vous tournez, vous bloquez la circulation. Que les autorités regardent ça. C'est aussi simple que ça. Rajouter des petites directions. Quand l'autre qui va aller vers le gouvernorat est en vert, de l'autre côté, celui qui va vers Mwangeji doit être en rouge. Aussi simple, et ça va éviter des embouteillages là-bas. Qu'est-ce qui a manqué à ceux qui ont installé cela? Est-ce que c'est l'ignorance ou c'est l'absence d'une loi comme vous le proposez? Eh bien, je pense parce qu'on suppose que ce sont des gens quand même assez outillés. Exactement. Il y a la CNPR qui est spécialisée dans ce domaine. Est-ce que vous pensez qu'on a installé ces feux de signalisation sans consulter, ou bien c'est une question de manque de moyens? Manque de moyens, je ne pense pas. Oh là-bas, il y a beaucoup d'argent. Juste pour le feu de signalisation, je pense que ça ne coûte pas aussi cher. Il faudrait juste qu'il y ait un peu de volonté. Attention à tous ces chiffres à millions. Oh là là. Eh bien ouais, ça veut dire qu'il y a un peu d'argent pour garantir la sécurité routière des usagers. Il faut juste un peu de volonté. Et j'ai vu, Dieu merci, les agents de CNPR ajouter des panneaux, parce que la route doit parler. De l'autre côté, c'est un sens unique. Il n'y a pas... Je continue aujourd'hui à dire que quand vous quittez Mwachisengue vers la ville, sur l'avenue Kananga, il n'y a pas de panneau. Et tout le monde se dit que c'est un sens unique. Ceux qui ne sont pas de Kolwezi, ils ne savent pas que c'est un sens unique, ils peuvent passer. Mettez aussi un panneau là-bas et ça sera bon pour tout le monde. Et même de l'autre côté, quand vous quittez la 3e avenue prolongée vers le collège, il n'y a pas de panneau qui dit que ici c'est un sens unique. Faites tout ça, il y a assez d'argent, et rendez notre route fluide, et puis voilà, ça va être bon. Oui, c'est vrai que dans la province pilote de Lualaba, la route ne parle pas, et si elle parle mal. Si vous prenez la route vers Kolwezi, notamment en prenant la RN 39,
il faut être très prudent, notamment à l'entrée de la ville. Ah oui. La route, elle est dans un très mauvais état et les trous peuvent vous surprendre et vous faites un accident. Les agents de l'ordre, Oui. la PCR, la police de circulation routière, est liée pour beaucoup dans la mauvaise conduite des automobilistes et la création des bouchons sur nos routes. Est-ce que votre loi en parle? Ah oui. Et dans quels termes? Est-ce qu'il y a des sanctions prévues? Ben oui, déjà, pour commencer, vous imaginez, on a un seul document. Ça veut dire que même celui qui contrôle, il n'a pas beaucoup de boulot. Il regarde, c'est systématisé dans le système. On peut avoir des petites machines pour scanner si c'est un vrai document. Un peu comme ça se passe ailleurs. Exactement, Europe. exactement. Et donc, le contrôle sera fait rapidement. Et si le contrôle est fait rapidement, on évite les embouteillages derrière. Je paye à moins cher. J'ai un seul document, l'agent de circulation mais le problème routière, chez nous, vous allez continuer, vous continuez, mais le problème chez nous, c'est que ces agents de circulation routière, ce n'est pas parce qu'ils contrôlent les documents de bord qu'ils créent des bouchons, c'est parce qu'ils demandent de l'argent. Et parce qu'il faut revoir leurs conditions de vie. Ça, dans notre loi, dans notre proposition, ça se dit. Il faut revoir les conditions de vie. Pas seulement revoir leurs conditions. Améliorer les conditions de vie des PCR. Mais pas seulement dans le sens financier. Oui. C'est aussi dans le sens des formations, de remise à niveau. Des remises à niveau, j'y arrive. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils connaissent leur rôle? Mais ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc on revient. Qui n'a pas de quoi manger. Mais quand tu vois les agents de police de circulation, tu vois la misère. Ouais. Et eux, ils les disent clairement, Pesanga moi maï, mets-la-moi quelque chose. Alors, une fois que il te dit ça, tu as le droit de violer le code de la route. Vous ne pensez pas que dans votre proposition de loi, il faut insister sur cette question-là parce que on peut faire les bonnes lois comme il les faut, mais s'il n'y a pas le bâton, et celui qui doit tenir le bâton, c'est la force publique. Ouais. Donc, la police. Mais cette police est dans quel état? Misérable. Misérable. Qu'il faut changer. Il faut changer. Ça se dit dans notre loi. Il faut améliorer les conditions de vie des PCR et aussi leur donner ce qu'il faut pour améliorer la sécurité routière. Et il faut être des vrais patriotes parce que s'il a un bon salaire, si moi j'ai payé mes documents, il ne va pas me demander de l'eau parce que même quand il me demande de l'eau, je vais lui dire mais j'ai tous les documents. Ça veut dire que j'ai le droit de lui donner ou pas. Il ne faudrait pas que je lui donne juste par corruption pour que je passe. C'est ça qu'on refuse. Est-ce que déjà la population sait que quand j'ai l'argent, quand je n'ai pas ma ceinture de sécurité, je dois payer à tel endroit et je dois payer combien? Est-ce que si je vais dans un sens unique, est-ce que si je double toutes les pénalités à payer, est-ce que la population sait combien il faut payer et où il faut payer? Et dans notre loi, nous proposons tout ça, nous facilitons même. J'arrive, j'ai un problème avec l'agent de sécurité, on me parle avec dignité, on me parle comme un vrai Congolais, avec beaucoup de respect. Monsieur, vous êtes à l'encontre de la loi, vous êtes dans un sens unique, vous devez payer 20 000 francs et voici la note de contravention, allez payer au bureau spécialisé. Simple, beau et clean. Dans la centralisation de taxes, on a parlé tout à l'heure de contrôle technique, ça se paye après contrôle dans un garage. Oui. Si vous mettez un guichet unique, c'est une taxe qui se paye 2 fois l'an, alors que la vignette, c'est pour l'an. Comment on va faire pour ces taxes qui ont une périodicité moins longue que d'autres pour payer le tout en même temps? On va normaliser tout ça. On va normaliser. Ça veut dire, aujourd'hui, au lieu d'avoir un document qui va faire 1 année ou 6 mois, on se met d'accord, on se dit, allons sur 1 année, par exemple, ou allons sur 6 mois. Et après 6 mois, après chaque 6 mois, on renouvelle. Et moi, je penche sur 1 année parce que c'est facile pour tout le monde. Je paye et j'oublie. Oui, mais le contrôle technique, c'est une question technique. On s'est dit que tous les 6 mois, il faut réviser l'état du véhicule pour se dire que c'est en bon état de continuer, même si en pratique, personne ne fait de contrôle technique. Personne ne contrôle, en tout cas, la majorité des véhicules qui ont le contrôle technique n'ont pas été contrôlés. Et comment est-ce que votre loi, qui propose de centraliser le paiement, va régler? Parce que si on a instauré cette taxe, c'est parce qu'il y avait le besoin de voir quels sont les véhicules que nous mettons sur nos routes. Oui.
Parce que notamment à Kinshasa, avec le 207, etc. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Qu'est-ce que votre loi dit par rapport à ça pour obliger et les usagers et l'État à véritablement contrôler les véhicules qui sera autorisés à circuler? Eh bien, vous savez, aujourd'hui vous avez des documents, vous avez tout le document, ça veut dire que votre véhicule a été contrôlé. Et donc, si par exemple on se dit qu'on va aller sur une année et que c'est beaucoup, après 6 mois il faut faire un contrôle, c'est dans la discrétion de l'agent de l'ordre public de remarquer et dire, voilà, monsieur, nous remarquons que votre véhicule a des problèmes, il faut refaire le contrôle. Et on va trouver un mécanisme pour qu'à chaque fois qu'on remarque qu'il y a un problème, on signale poliment et gentiment le problème avec notre... Même si on a un document de contrôle technique en cours. Mais on peut avoir un problème, même aujourd'hui, on peut avoir un document sur une année ou sur 6 mois, mais on commet un accident. Okay. On a un accident, alors il faut revoir ça et voir dans quelle mesure on peut réguler cette question. Voilà. Ok. On a compris que les propositions majeures dans votre loi, c'est notamment centraliser les centres de paiement en créant un guichet unique, réduire le prix, ce sont en tout cas les changements phares. Quelles sont les autres innovations que votre proposition de loi apporte pour faciliter les quotidiens des usagers de la route en RDC? Eh bien, on parle beaucoup plus aussi au début du respect du code de la route. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la population qui ne respecte pas le code de la route. Et la population ne sait même pas respecter ces codes-là. Ils ne connaissent pas ces codes-là. Alors, donc, pour avoir le permis de conduire, il faudrait que les agents qui sont alloués à cette tâche soient stricts pour ça. Aujourd'hui, vous donnez un permis de conduire à celui qui ne maîtrise pas le code de la route. Quand il va sur la route, il commet des dégâts. Pour éviter ça, il faudrait que ceux qui sont dans ces bureaux soient stricts, des vrais patriotes, qui régulent ce niveau-là à un bon niveau. Et aujourd'hui, je pense que la population devrait apprendre le code de la route. Je vais vous faire rire. On dit aujourd'hui que nul n'est censé ignorer la loi. Mais est-ce que la loi est vulgarisée? C'est ça toute la question. Eh bien voilà, donc aujourd'hui je pense que les autorités devraient vulgariser des lois, vulgariser les codes de la route, dire voilà, si vous voyez ça, les médias devraient accompagner le gouvernement. Le gouvernement devrait avoir des médias qui accompagnent toutes ces lois. Oui, mais cet accompagnement des médias, nous en tant que médias, on veut bien accompagner le gouvernement dans la vulgarisation, mais le gouvernement doit subventionner les médias. Ah ben ouais. C'est dans la loi tout ça. Oui. Mais, vous voyez que c'est le serpent qui se mord la queue. Mais parmi les usagers de la route, il n'y a pas que les automobilistes, il y a aussi des piétons. Oui. Et quand vous constatez, les piétons sont aussi à l'origine des embouteillages et causent des accidents de circulation routière. Vous voyez des piétons qui traversent là où il n'est pas prévu. Il ne faut pas. Une autre catégorie d'usagers de la route, ce sont les motards, les fameux ouéwa, qui roulent à contresens parfois et qui font tout et n'importe quoi sur nos routes. Est-ce que ça sera aussi régulé dans votre loi? Pour les motards, on a mis ensemble avec les automobilistes. Ça veut dire qu'ils doivent respecter casque, tout est OK, vous avez les documents, vous payez un seul endroit. Respect des feux de signalisation, respect des sens de circulation. En fait, tout ça, ça rentre dans le respect du code de la route. Exactement. Cependant, pour les piétons, nous avons parlé, je crois, il y en a 2 ou 3, où il faut tracer, CNPR doit tracer là où les piétons devraient passer et faire au fait, je crois que j'ai vu ça, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu, mais il y a des endroits prévus pour les piétons. Pour le passage des piétons, oui. Voilà. Mais malheureusement, il y a des moments où il y a des embouteillages et même des endroits prévus pour les ambulances. Dans des cas d'urgence, il y a des embouteillages, il y a un endroit où tu ne peux pas y aller si... mais là, vous allez loin, monsieur Axel, parce que normalement, sur les routes, notamment les routes comme la route nationale, il y a des voies pour les bus et les camions et pour les petits véhicules, etc. Chez nous, quand vous voyez comment nous construisons nos routes, est-ce que c'est dans les normes? Rien que d'abord par la séparation de voies. Non, c'est pas dans le nord. C'est pas dans le norme et ça devrait changer. Et c'est une question de temps, une question de volonté, une question de patriotisme
On veut que les choses changent. Aujourd'hui, je refuse qu'un gouverneur vienne aujourd'hui, il construit la route. Demain, l'autre qui arrive construit la même route. Après, demain, c'est l'autre qui arrive, la même route. C'est inacceptable. Je viens aujourd'hui, j'ai un programme, quand je fais une route, que la route parle, que la route respecte les normes et que ce soit une route internationale. Ceux qui viennent d'ailleurs, utilisent nos routes sans aucun problème. Le prochain gouverneur qui arrive, il se concentre sur l'eau, par exemple. L'autre qui arrive, il se concentre sur l'électricité. Il faut que nos dirigeants prennent conscience, il faut que nos dirigeants soient responsables et quand ils font des choses, ils doivent les faire pour les prochaines générations. Et je pense que c'est un appel à la prise de conscience à toutes nos autorités, ceux qui sont à l'exécutif, qu'ils fassent bien leur boulot. Qu'ils fassent bien leur boulot. On va clôturer sur ces sujets. On en a parlé en long et en large. Je crois que la population a noté. Quand est-ce que vous pensez que cette proposition de loi devrait passer? Quand est-ce qu'on pourrait récolter les fruits de votre travail? Eh bien, déjà pour commencer, chacun doit respecter le code de la route aujourd'hui. C'est déjà le fruit de notre travail, même si la loi n'est pas encore passée. Vous comptez sur la bonne voie de la population ou des usagers? Oui, je commence par là. Okay. Et par rapport à la loi même, il faudrait attendre un mois que tout soit OK. Remonte à Kinshasa. On dépose la loi et on se bat. Avec tout ce qu'on a comme désordre au niveau politique, vous pensez qu'on aura le temps de se centrer sur... On va mettre la pression. On va mettre la pression. Je compte sur la jeunesse, je compte sur tous ceux qui sont patriotes, responsables et qui se disent qu'on doit léguer quelque chose aux prochaines générations. Et à tous ceux qui aiment ce pays, nous devons soutenir la loi Chizaou, avoir un guichet unique pour l'obtention des documents de bord, avoir un prix réduit pour les avoir, respecter le code de la route. Et bien, avec ça, je pense que ça ira. Très bien. Est-ce que vous savez que dans ce pays, nous avons de très belles lois? Malheureusement, qui souffrent de leur application. Votre loi peut bien passer à l'Assemblée, au Sénat, Cour constitutionnelle, Présidence de la République. Qu'est-ce qui vous dit ou qu'est-ce que vous allez mettre dans votre loi pour faire en sorte qu'elle soit appliquée mieux que celle que nous avons? Les mesures d'application souffrent, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand on a formé un agent de sécurité, quand il est pris en charge, quand il a des bons moyens. Aujourd'hui, quand vous allez dans d'autres pays, vous arrivez, vous n'avez même pas, même si on ne vous arrête pas, si c'est écrit stop, vous stoppez. Si vous passez, vous avez des problèmes. Il faut changer l'ADN du Congolais. Le Congolais, il sait que je vais passer, on va m'arrêter, je vais donner de l'argent. Quand il sait que si je passe, je suis arrêté, sanctionné sévèrement, ça va changer. Changeons l'ADN du Congolais, soyons rigoureux et changeons notre pays. Et par bruit, on a fini sur cette question, mais on n'a pas eu malheureusement le temps de parler de l'instabilité des institutions dans les provinces. Et j'avais juste une question et réponse courte. Quand on voit ce qui se passe dans le Maniema, on voit ce qui se passe au Kasaï, crise institutionnelle, est-ce que cela ne donne-t-il pas raison à ceux qui pensent que le chef de l'État devrait reprendre le pouvoir de nommer les gouverneurs, les gestionnaires des provinces? Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais après, c'est de l'impréparation. On ne prépare pas bien ceux qui sont au pouvoir, parce que s'il y a des désordres, c'est parce que ceux qui arrivent ne sont pas bien préparés. Exactement. Monsieur Axel Chizaou Zama, je rappelle que vous êtes analyste politique, acteur politique mieux. Vous êtes en train de proposer une loi, la loi que vous appelez Chizaou, pour améliorer évidemment les conditions de circulation en République démocratique du Congo. Ouais. Ça est avec plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Politico revient la semaine prochaine avec un autre invité et tous les sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end. Je vous dis merci. Merci de nous rester fidèles. L'émission à voir et revoir quand vous voulez sur l'application du groupe Canal+. Au revoir.